Dégage. T'es invisible. Imaginez entendre ces mots à l'âge de 14 ans à l'école. C'est la pandémie débat déjà depuis 1 an et demi. Et vos amis se limitent à ceux dans une classe bulle. Dégage. T'es invisible. C'est pourtant ce que les camarades de classe de mon fils Lucas lui ont dit alors qu'il tentait une énième fois de jouer avec eux. Dégage, t'es invisible. Des mots qui frappent aussi fort qu'un coup de poing au visage et qui ont fait saigner mon cœur de maman. Lorsque Lucas est rentré à la maison ce jour-là, la mine défaite, je ne savais pas comment l'aider. Pour un adolescent, se faire dire qu'on est invisible, c'est très dur. Ce sont des mots violents. C'est comme si tout d'un coup, on était invisible. J'ai eu peur. J'ai eu très peur. J'ai eu peur qu'il ne veuille plus retourner à l'école le lendemain. J'ai eu peur qu'il abandonne comme moi, je l'aurais fait à son âge. Sa détresse a agi comme un miroir me reflétant ma propre détresse à son âge. Pendant longtemps, j'ai cru que la résilience était une force qu'on avait ou qu'on n'avait pas, que c'était inné. Dans mon monde, c'était tout ou rien. Soit je réussissais parfaitement, soit j'abandonnais tout. Derrière mes succès se cachait une anxiété dévorante et un besoin constant d'être aimé. J'ai quitté mes parents, le nid familial, pour aller vivre en appartement à l'âge de 18 ans, en quête de liberté. Mais la vie m'a vite rattrapée. Troubles alimentaires, échecs scolaires, départ et recommencement. J'ai mis beaucoup de temps avant que mon corps et mon esprit s'accordent à nouveau. Il m'a fallu plusieurs années avant d'apprendre à être heureuse. Devenir mère a été une immense joie, mais ça a aussi éveillé une peur profonde. Je voulais que Lucas ait tout ce que je n'avais pas eu, ma paix intérieure et surtout une confiance en soi. Alors quand il a commencé à avoir des difficultés à l'école, de dyslexie et d'isolement social, tout a basculé. J'ai eu très peur. Je ne voulais pas qu'il souffre comme moi j'avais souffert plus jeune. Et je me sentais perdue et pas du tout outillée pour l'aider. Dégage, t'es invisible. Mais Lucas n'a pas dégagé. Dès le lendemain, il est allé à l'école. Il a avancé, pas à pas, il a affronté les obstacles, il a développé des passions pour la natation, la cuisine, la nature, l'aviation. Il s'est trouvé une place dans les cadets de l'air, auprès d'amis. Et il a développé une force tranquille qui m'a émue et qui continue de m'émouvoir. En observant Lucas et plus tard des élèves dans des situations similaires, j'ai été frappée par cette question. Mais comment font-ils? D'où sort-il cette résilience? J'étais fascinée. Je voulais comprendre comment ils font pour se relever comme ça. On nous répète souvent que la résilience, c'est comme un muscle, qu'on étire et qu'on entraîne. Si seulement c'était aussi facile. En fait, la résilience n'est ni un muscle, ni un trait de caractère avec lequel on est. C'est une capacité d'adaptation que l'on développe avec le temps et le support. C'est ce qu'explique la Dr. Tova Klein dans ses recherches. Dr. Klein est une professeure et psychologue américaine qui a étudié à Harvard. Dr. Klein
a travaillé avec des familles et des enfants pendant plus de 30 ans. Certains la surnomment la chuchoteuse de tout petit. Elle explique que la résilience n'est ni le fait d'être fort, ni le fait d'être invincible, mais cette capacité à naviguer entre les hauts et les bas, sans s'effondrer. Et elle rajoute un point important, et pour moi qui est essentiel, et peut-être ce dont j'ai peut-être manqué, c'est le point le plus essentiel. Un enfant a besoin de savoir qu'il compte pour quelqu'un. Il a besoin d'une figure parentale, un parent qui est là, calme, qui reste là sans fuir, ni s'effondrer quand les tempêtes éclatent, quand les questions, les crises, quand... et qui sera là, quand les émotions seront là et qui dira « Tes émotions ne me font pas peur, tu es en sécurité avec moi. » C'est ce soutien que Lucas a eu auprès de personnes d'exception. Je suis infiniment reconnaissante envers ses professeurs et son tuteur, Mr. Butoya, Mr. Allison, Mr. Greer, ici, professeur exceptionnel, ainsi que Lucas Dedler et son papa, Kyle. Auprès d'eux, Lucas a reçu une écoute bienveillante, un regard bienveillant, une écoute attentive, un espace sécurisant, des outils d'apprentissage. En travaillant près d'eux, Lucas savait qu'il pouvait être lui-même. Il savait qu'il pouvait faire des fautes et qu'il n'y avait pas de mauvaises questions. À ce sujet, au sujet des fautes et des erreurs, Marc Proulx, un pédagogue qui travaille dans le milieu de l'éducation au Québec depuis 30 ans, dit au sujet des fautes et des erreurs que l'occasion la plus authentique d'apprendre, c'est quand on essaie de faire quelque chose et que ça ne fonctionne pas. C'est là que naît le questionnement. Notre rôle en tant qu'éducateur, éducatrice, parent, c'est de transformer la classe ou la maison en un lieu où l'on dédramatise l'échec et où on dit que c'est bien d'être curieux. On dit on célèbre les questions. On célèbre les « je ne comprends pas », même si on vient de donner l'explication 1, 2, 3 fois. Mais pour que ça fonctionne, dit Marc Proulx, il faut avoir établi dans la classe, dans la maison, un sentiment de confiance. C'est simple à dire, mais ce n'est pas aussi simple que ça n'en est l'air. Pensez à Lucas. Il faut que l'élève, l'enfant, se sente en sécurité. Il faut qu'il sente qu'il puisse prendre des risques et qu'il sente qu'il ne sera pas mis à l'écart, qu'il ne sera pas ridiculisé s'il rencontre des difficultés. Alors, comment créer ce lien sécurisant? Ben, il n'y a pas de miracle. C'est avec le temps, avec les petits gestes quotidiens, une main sur une épaule, avec notre posture et avec ce regard super puissant qui, comme dit Marc Proulx, vient teinter nos actions et nos façons d'être à devenir. Et puis, il y a nos mots aussi. Nos mots sont hyper puissants. Au lieu de demander « As-tu réussi ?» demandons plutôt « Qu'as-tu appris ?» Valorisons l'effort plutôt que la note. Avec la pression aussi des réseaux sociaux, les adolescents, les jeunes, et peut-être même certains d'entre vous, en tout cas moi, on a peur de l'échec et on se croit obligé d'être parfait. Il est urgent de redonner le droit aux jeunes de se tromper pour qu'ils puissent s'épanouir pleinement.
enseignants et professeurs dans la salle. Pour aider nos jeunes à développer leur résilience, Dr. Klein, tout à l'heure, dont on a parlé, elle parle de l'importance de l'ancrage. Cela commence avec des petites choses concrètes, comme un calendrier mensuel, un minuteur visuel, une petite musique douce qui accueille les élèves dans la classe. Mais la véritable encre, c'est vous. Un élève épanoui qui a envie d'apprendre, ben, il a un prof motivé qui répond à ses besoins. Votre capacité à leur offrir un enseignement explicite et à ajuster vos approches, c'est ce qui leur permet de se sentir entièrement soutenus. Bon, vous allez me dire, c'est beaucoup demandé, période 1, lundi matin ou vendredi, période 4, dans une classe de garçons survoltée, parce que la classe ressemble davantage à une tempête tropicale de catégorie 5, mais on fait ce qu'on peut. À bientôt. Hop. À bientôt, 18 ans. Lucas est un jeune homme heureux, prêt à rentrer à l'université. Comme nous tous, il continue de trouver sur son chemin des obstacles qu'il affronte avec détermination et persévérance, et je l'admire. Il m'a appris que la résilience ne se mesure pas au nombre de succès, mais à la capacité d'avancer même quand on se fait dire qu'on est invisible. L'une de mes plus grandes fiertés en tant que maman n'est pas de lui avoir évité les tempêtes, mais de lui avoir appris à naviguer dedans. C'est pourquoi dans ma classe, nous célébrons le « mais je ne comprends pas ». Et les erreurs sont accueillies avec bienveillance. Parce qu'après tout, la résilience n'est pas un muscle, c'est un lien de confiance qui se crée avec quelqu'un. Merci.